J'ai décidé d'arrêter de parler de mes cheveux en début de vidéo, parce que c'est chiant, hein, et que tout le monde s'en fout. Hello les Végans, aujourd'hui on va parler de gros mots, de féminisme et d'antispécisme. On va se pencher sur les mécanismes de discrimination communs qui touchent les femmes et les animaux. On cherchera aussi à comprendre pourquoi les hommes sont plus frileux à l'idée d'arrêter la viande. Et on finira sur la partie charge mentale écologique qui touche les femmes. Tout un programme. Donc première partie, les mécanismes de discrimination communs qui touchent les femmes et les animaux. Toutes les discriminations ont entre elles des points communs et elles fonctionnent en fait sur un même principe de domination. On va privilégier les intérêts de certains au détriment d'autres sans qu'il y ait de raison morale, rationnelle à tout ça. Ici, pour le sexisme et le spécisme, c'est le patriarcat en fait qui rend possible la violence faite aux femmes et qui perpétue aussi la violence sur d'autres êtres vivants. Et comme on va le voir, il y a une vraie corrélation entre la façon dont on traite les femmes et les animaux dans notre société. Pour cette partie, et aussi un peu la deuxième, je me suis documentée avec le livre de Carol J. Adams, La politique sexuelle de la viande, une théorie critique féministe végétarienne, préface d'Élise Desaulniers et de Nelly McQuaid. Donc c'est vraiment un livre que je vous conseille si vous souhaitez approfondir la question. Il est plutôt facile à lire pour un essai sociologique et politique et surtout il est très intéressant. On se rend compte de beaucoup de choses dans notre société. Parlons déjà du langage qui en dit long sur la façon dont on traite les femmes et les animaux dans notre société. Il faut savoir que le mot viande, avant de désigner spécifiquement la chair animale, englobait en fait l'ensemble de la nourriture, des aliments, et ce jusqu'au début du XXe siècle. Le mot homme, avec un grand H comme on dit, peut désigner à la fois les hommes et les femmes, et aussi désigner de façon spécifique seulement les hommes. Les pronoms maintenant. Alors le pronom il au pluriel peut désigner les hommes et les femmes et au singulier peut désigner de façon plus spécifique les hommes. Et le pronom ça, et en anglais le pronom it qui est plus souvent utilisé qu'en français, peut désigner à la fois des objets inanimés et aussi des animaux. Donc le il ou le mot homme invisibilise les femmes dans le langage, même quand on est censé les inclure. Et le ça supprime la nature bien vivante de l'animal en insistant sur son statut d'objet. Le terme viande efface totalement l'animal et ça vaut aussi pour les termes saucisse, steak, gigot. On ne présente jamais la viande comme le résultat d'animaux morts et démembrés, mais comme une préparation gastronomique. Et même quand on cuisine, eh bien, on vient enrober ça de sauce préparée, toujours dans le but de masquer l'animal. Les nuggets sont encore plus éloignés de la forme originelle des animaux. Ça ne représente finalement que des petites formes qui sont faites pour séduire plus spécifiquement les enfants et de sorte à ce qu'ils ne fassent jamais le lien avec les animaux. Carol J. Adams met beaucoup en avant cette notion de référent absent avec d'un côté les femmes qui sont invisibilisées alors qu'on est censé les inclure et elle insiste aussi plus spécifiquement sur la notion des violences culturelles. Elle emploie l'exemple du mot viol qui est souvent utilisé métaphoriquement pour désigner par exemple un viol de domicile, alors que c'est vraiment un terme lourd de sens que subissent en grande majorité les femmes. Et il peut y avoir d'autres exemples de référents absents dans notre société, notamment le nom de famille qu'elles perdent lorsqu'elles se marient, voilà, qu'elles perdent par tradition, je sais que c'est pas toujours le cas, mais ça invisibilise quand même l'histoire, son identité, un peu comme si elle ne s'appartenait plus. Et de l'autre côté, on a les animaux qui sont absents dans la façon de les représenter, justement parce qu'ils sont morts, et aussi dans la façon de les désigner avec les appellations viande, steak, saucisse. Peter Singer disait que la forme la plus directe qu'ont la plupart des gens avec les animaux, en fait, c'est le moment où ils les mangent. Mais personne ne se dit à ce moment-là, où ils sont en train de les manger, qu'ils interagissent actuellement avec un animal. Les personnes voient juste de la nourriture et ça explique beaucoup ces moments de tension qui peut exister si on rappelle l'animal que la personne est en train de manger, si on rappelle les méthodes d'abattage. Je termine sur le langage, même s'il y aurait encore beaucoup à dire, mais concentrons-nous sur les insultes. Les insultes souvent en disent beaucoup. Les mots chienne, cochonne, poule de luxe sont très connotés, hein. Je ne vais pas vous faire un dessin, déjà que ma vidéo va certainement être démonétisée, et sont utilisés en guise d'insulte. Donc en fait, on vient accoler un sens négatif à un animal femelle pour désigner les femmes. Et par contre, les termes étalons, beau mâle, sont à caractère positif pour désigner les hommes. Et j'ai eu beau chercher des exemples d'insultes qu'on peut porter aux hommes en utilisant les animaux, mais même le terme cochon, c'est juste quelqu'un qui mange salement. Voilà. On n'est pas au même niveau que cochonne, truie, vous voyez ?
Maintenant, attardons-nous sur la façon dont les femelles sont traitées dans l'exploitation animale. Et oui, il le fallait, ce moment où je commence à parler de choses pas très gaies sur les animaux, je suis désolée. Mais c'est aussi important que de proposer des recettes pour le quotidien, il faut aussi dire les choses. Donc il faut bien se rendre compte que les femelles sont exploitées parce qu'elles sont des femelles. On tire profit de leur capacité reproductrice et allaitante. Et si vous avez un doute, je vais vous expliquer tout ça. Les truies sont inséminées artificiellement 2 fois par an et sont contraintes de rester dans des stalles mécaniques pendant 5 semaines de leur gestation. Des stalles métalliques qui sont aussi appelées cases de gestation et qui sont très étroites dans lesquelles elles ne peuvent à peine se retourner. Puis elles sont placées dans des cases de mise bas sans litière dans lesquelles elles ne peuvent à peine bouger ni interagir avec leurs petits. Après environ 3 semaines, leurs porcelets leur sont enlevés et tout ça recommence indéfiniment pendant 3-4 ans jusqu'à ce qu'elles soient envoyées à l'abattoir. Les vaches laitières, quant à elles, sont sans cesse inséminées artificiellement pour donner naissance à un veau qu'on leur retirera à la naissance. Si c'est un veau mâle, eh bien, il finira en blanquette. Et si c'est une femelle, eh bien, elle aura le même destin que sa mère. Donc pour les vaches laitières, on va tirer profit de leur capacité à allaiter finalement pour en faire du lait, du fromage, du beurre, tout ce que vous voulez. Et lorsqu'elles sont épuisées, eh bien, on les envoie à l'abattoir et ce n'est pas rare qu'elles soient encore gestantes à ce moment-là. Ça donne des images, vous pouvez regarder sur net, ça donne des images vraiment, vraiment dégueulasses. Les poules pondeuses sont exploitées pour produire des œufs, et beaucoup. Elles ont été génétiquement manipulées pour produire des œufs en grande quantité de façon pas du tout naturelle, et c'est même dangereux pour leur propre santé. Et je sais de quoi je parle. J'ai des poules à la maison, elles ont des problèmes de comportement affreux, des problèmes de santé. Elles tiennent très peu de temps chez nous, elles ont un système immunitaire qui est totalement déglingué. Pas très gai cette vidéo, je suis désolée. Peut-être qu'à la fin il y aura un peu plus de smile. Bien sûr, les mâles dans l'exploitation animale ne sont pas épargnés, c'est pas ce que je dis, ils sont aussi exploités et tués, mais les femelles sont en fait exploitées sur une plus longue durée et à cela s'ajoute en fait la violence émotionnelle qu'elles subissent quand on les sépare de leurs petits. Et bien sûr, on ne peut pas ne pas faire de parallèle avec les femmes qui sont exploitées, violentées, violées et tuées dans notre système patriarcal, et ça justement parce qu'elles sont des femmes. Ce n'est d'ailleurs pas rare que dans le cercle des violences conjugales, l'agresseur s'en prenne aussi aux animaux du foyer pour faire chanter la victime, pour l'intimider ou alors pour aussi lui montrer ce qui peut l'attendre. Voilà. Je suis désolée, je suis quelqu'un de très sensible et là c'est dur. On va prendre un petit verre d'eau. J'aurais mis un trigger warning avant parce que c'est vrai que c'est une vidéo qui est pas simple. Bon allez, on va parler de la publicité maintenant. C'est pas forcément plus enthousiasmant, mais en tout cas c'est différent. Je pense consacrer une vidéo spécifiquement sur ce sujet parce que je l'ai étudié, parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Donc là, on fait un petit tour d'horizon. Les publicitaires passent souvent par ces mécanismes. Pour vendre de la chair animale, ils féminisent le corps des animaux. Et pour vendre à peu près n'importe quoi, ils vont animaliser le corps des femmes. Coucou Orangina. Comme ça, on mettra des petits exemples autour. Ou utilisent le corps des femmes avec une mise en scène hyper sexualisante pour vendre de la chair animale. Donc coucou Burger King et bien d'autres. En fait, la politique sexuelle de la viande, c'est ça. On a des femmes et des animaux qui sont dépeints comme libres, alors que c'est faux, et qui sont montrés comme jouissant d'une liberté sexuelle. On sexualise et animalise les femmes, et on sexualise et féminise les animaux sans arrêt. Donc je finirai cette partie par dire qu'il faut arrêter de fragmenter les militantismes et comprendre que les souffrances humaines et animales sont liées. Manger des animaux reflète et représente la valeur du patriarcat qui ne voit plus des morceaux d'animaux morts, mais bien des plats alléchants. La consommation de viande réinscrit le pouvoir masculin à chaque repas, car la masculinité est fondée sur 2 axes, le contrôle du corps des femmes et la consommation de chair animale. Donc le féminisme et l'antispécisme, le véganisme sont liés car ils viennent tous deux remettre en cause l'ordre des choses, les traditions. Et c'est pourquoi ça suscite une réaction très violente de la part des détracteurs. Oui, c'est une suite logique d'arrêter de consommer des produits animaux quand on est féministe car on refuse de traiter les animaux comme nous sommes traités. Et inversement, c'est logique d'être féministe quand on est vegan antispéciste. Donc hashtag convergence des luttes.
D'ailleurs, l'histoire du mouvement animaliste est d'abord féminin. Il est composé à 80% de femmes. On présente souvent Peter Singer comme le père de la libération animale, alors qu'il y a des femmes qui ont écrit, milité, et ce depuis toujours. Mais ça, c'est pas un cas isolé dans le milieu de la cause animale, de mettre en lumière des hommes et de laisser dans l'ombre plein de femmes qui militent, créent, écrivent et cuisinent. Et très souvent, les femmes ne sont pas prises au sérieux, on va les dépeindre comme ridicules, hystériques ou alors atteintes de sensiblerie. Partie 2, pourquoi les hommes sont plus frileux à l'idée d'arrêter la viande? Eh bien, pour l'injonction à la virilité, mesdames et messieurs. Tu seras viril, mon kid, tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd, et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta vue d'étincelle, virilité abusive, virilité abusive. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prends pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Il avait tout dit, ce Eddie. Ça fait du bruit quand je dis ça? Certainement. Donc dans l'imaginaire social, on fait croire aux hommes que la viande est nécessaire pour construire du muscle, pour la virilité. On pense que consommer le muscle d'un animal mort permet d'accroître sa propre force physique, alors que ces mêmes animaux qui sont balèzes se nourrissent d'herbes, se nourrissent de végétaux, parlons du gorille. Et c'est une image qui a été largement promue par la publicité, par le marketing, avec notamment aussi des athlètes qui font la promotion d'aliments carnés dans le fast-food. Alors que bon, le fast-food, dernière nouvelle, c'est pas l'alimentation qui te permet de créer du muscle. Ah oui, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'il y a le reportage The Game Changer qui est sorti sur Netflix. D'ailleurs, je l'ai vu hier soir, c'est très intéressant. Et qui tape un bon coup sur le mythe des protéines animales dans le milieu du sport. C'est résumé, c'est vite expédié, mais on fait le tour un petit peu de tout cela. Donc il y a toujours eu cette opposition viande, virilité, grillade, barbecue qui est d'ailleurs l'histoire des hommes la plupart du temps. Faudrait surtout pas leur enlever la grillade des mains. Et les femmes féminines qui font attention à leur ligne, qui mangent de la salade, même dans le sens des mots, on en revient au sens des mots, mais s'il vous plaît, être un légume, végéter, c'est être totalement passif, incapable d'agir ni même de penser. On pense qu'une femme ne peut pas s'en sortir toute seule et au même titre, on pense qu'un plat de végétaux, de légumes, enfin peu importe, sans viande ne constitue pas de repas satisfaisant. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir la place qu'on laisse à la viande et aux légumes dans nos sociétés occidentales. Vous regardez Top Chef 2 minutes, vous allez comprendre. La viande prend la moitié de l'assiette et les légumes, on les laisse bien de leur côté. Voilà, il ne faudrait surtout pas qu'ils remettent en cause l'ordre des choses qui mettent fin au règne de la chair. Non, restez bien dans votre coin, les légumes. Dans l'histoire, la consommation carnée a servi à jauger la virilité des individus et des sociétés. Au XIXe siècle, les hommes blancs et racistes ont promu la viande en tant qu'aliment supérieur car ils pensaient que le cannibalisme était lié en fait à un manque de protéines animales. Et la hiérarchie des protéines carnées en tant que source idéale renforce le classisme et le racisme. Un autre problème se pose historiquement, si la viande vient à manquer, eh bien c'est les hommes qui vont en profiter et aux femmes on leur laissera les légumes. Et aujourd'hui, dans les foyers, comme il y a une majorité de femmes qui sont végées, les conjoints à côté continuent à manger de la viande et ne veulent pas renoncer à ce privilège. Et renoncer à la viande quand on est un homme, c'est renoncer finalement à tout un tas de choses qui a été construit par la publicité, par l'imaginaire collectif. Et voilà, beaucoup ne sont pas prêts à se détacher de ça. Et non, les protéines animales ne sont pas incomplètes. Oui, devenir végane est positif pour les animaux, la planète et les humains. Non, ce n'est pas mal d'avoir des émotions et de s'émouvoir sur le sort réservé aux animaux dans notre société. On impose toujours aux hommes d'ignorer leurs émotions, d'être rationnels, structurels, mais les animaux ont besoin de l'autre 50% de la population, ils ont besoin de chaque soutien. Et je suis sûre que si vous êtes un homme hétéro, vous pouvez vous intéresser à la cause animale sans avoir besoin d'avoir recours au corps des femmes. N'est-ce pas, Péta? Non, parce que faut arrêter ça aussi, faut arrêter ça. Partie 3. La charge mentale écologique qui pèse sur les femmes. Pour cette partie, je me suis inspirée de l'article de Slate « Comment l'impératif écologique aliène les femmes ». Donc je me suis dit que c'était intéressant d'inclure ce sujet dans cette vidéo. Parce que fabriquer notre lessive, nos pastilles vaisselle, pour ensuite s'en servir, ou la course au 100% maison, bon, je me demande si ça ne nous ramènerait pas un petit peu puissance 1000 aux tâches domestiques tout ça. Et maintenant, en plus de devoir se maquiller, on doit aussi fabriquer notre mascara, et tout un tas de choses.
des shampoings solides, du dentifrice. Je rappelle qu'il y a des féministes qui se sont battues pour qu'on puisse sortir de la sphère privée et du travail domestique non rémunéré. Je vais vous parler de mon cas, je suis entrepreneuse et juste même sans avoir d'enfant de mon côté, si je devais tout faire moi-même, je n'aurais absolument pas de temps à consacrer à mon travail. Déjà que je travaille de chez moi et que je suis beaucoup dans la sphère privée. Bon, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être écolo. Je connais justement l'importance de l'écoféminisme qui relie la domination, l'oppression de la nature et celle des femmes, qui sert justement au capitalisme, au patriarcat. Dans les pays en développement, ce sont justement les femmes qui subissent et subiront de plein fouet les changements climatiques. De même, les travailleuses précaires de l'agriculture, de la main-d'œuvre dans le milieu du textile notamment, ne doivent pas être ignorées. Donc on a bien compris qu'œuvrer pour l'environnement pouvait aussi contribuer à améliorer notre situation et celle d'autres femmes. Mais les hommes, en attendant, d'après les sondages, ne passent pourtant pas plus de temps à s'occuper des tâches domestiques, de la cuisine, et ce ne sont certainement pas eux qui vont fabriquer leur propre shampoing solide. Bon, je suis sûre que parmi mes abonnés, il y a des exceptions, mais vous n'êtes pas beaucoup les gars, on vous cherche. Il y a aussi cette nouvelle pression depuis quelques années du bien manger qui influe forcément sur le temps passé en cuisine, allant jusqu'à confectionner nos propres yaourts végétaux, nos propres laits végétaux, nos propres steaks végétaux. Tout ça un petit peu pour montrer qu'on prend soin de nous, qu'on prend aussi soin de nos enfants. Et même si une grande partie de mon métier est de vous montrer des recettes parce que j'aime la cuisine, je suis aussi là pour vous montrer des choses simples qui peuvent vous faciliter la vie. T'es pas obligé de faire ma brioche pour tous les brunchs du dimanche. D'ailleurs, je place ça là, mais ne comptez pas sur moi pour faire une vidéo Clean with me, ma routine ménage, ou alors de façon humoristique. Mais sinon, moins consommer ou consommer mieux demande du temps, et c'est du temps qu'on peut passer à faire autre chose, comme lire, écrire, militer, sortir, ou travailler contre rémunération. Bon, comment conclure cette vidéo déjà bien assez longue? Bon, pour être honnête, j'avais hésité à faire cette vidéo qui est pourtant, à mon sens, essentielle par rapport au sujet traité. Parce qu'être une femme sur YouTube, c'est s'exposer régulièrement aux critiques que ce soit sur le contenu, sur le physique aussi. Je ne compte plus le nombre de fois où je me suis fait traiter de chienne, justement, de cochonne, de poule de luxe. Et je sais que le cyberharcèlement concernant les sujets féministes est très virulent. Donc pour l'instant, je suis épargnée, alors on croise les doigts, ça va bien se passer. Et à mon sens, il est important de s'exprimer malgré les retombées que ça peut avoir. Et ne vous surchargez pas le quotidien pour avoir encore le temps de vous questionner, de lire et de vous affirmer. Bon, vu le nombre de fois où j'ai employé des termes dérangeants dans cette vidéo, je n'ai aucun doute sur le fait que ma vidéo va être démonétisée. Ayant passé énormément de temps à la préparer, à la réaliser, je vous demanderai un partage en masse sur les réseaux. Je finirai sur cette citation tirée donc de l'autrice Carol J. Adams. La mort du machisme marque aussi la fin de l'homme qui se nourrit de viande et de patates. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles aventures véganes et féminines.